Voici le crimier, celle qui dévore tous les livres et que je vous avais dit que je vous montrerai. Voilà, c'est la Kiki. Allez. Bref, c'est chose faite, on se retrouve pour un achat, pas manga, mais un top flop et achat aussi du mois dernier et de mes dernières lectures, d'un genre que vous connaissez, la bande dessinée évidemment, les romans graphiques, tout ça, les comics. J'ai tout condensé dans une vidéo, donc on est parti pour les meilleures lectures, classées évidemment, du mois dernier. On va commencer par un achat hors catégorie que j'ai fait via un abonné Twitter. Il s'agit des croque-mitaines, donc l'intégrale, de Mathieu Salvia et Jet. Voilà. Une bande dessinée intégrale en 2 tomes qui a été regroupée en un seul tome que je n'ai pas encore lu. Donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle et si j'ai aimé ou pas aimé. C'est édité chez Glénat, je crois que ça vaut une vingtaine d'euros pour l'intégrale des 2 tomes. Ça me tentait déjà bien, j'avais déjà vu les dessins passer en fait, cette espèce de fable avec un croque-mitaine qui va suivre un enfant et le protéger je crois. Et je m'étais dit bah ça pourra faire une bonne occasion de le lire. Et en plus moi j'aime bien les récits qui touchent à l'enfance tout en gardant une part un peu d'horreur, notamment avec des traumas ou d'autres choses. Donc forcément moi ça me parle. Et je me suis dit, let's go. Et en plus, comme vous pouvez voir, les planches sont magnifiques. Donc s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais du coup, je le mets hors catégorie. Deuxième hors catégorie que j'ai mis dans cette vidéo. Si vous aimez le manga, j'en reparlerai peut-être. Mais il s'agit de l'artbook de Shintaro Kago, voilà, édité par The Mansion Press. Un artbook d'un auteur que j'apprécie pour son délire visuel, donc attention, ça peut choquer les images qui suivent. Voilà, j'adore vraiment en fait ce qu'il peut faire, mais c'est pas à la portée de tout le monde et je suis moins fan de certains de ses récits. Donc là par contre, l'artbook pour moi c'est une bonne pièce à avoir chez soi. Donc voilà, je l'ai fait, je l'ai pris, je l'ai dévoré et ça va l'argent de la collection. Petit achat mais qui a été tout en bas de la liste, il s'agit de Lock and Key Ciel et Terre au prix de 11 € chez iComics. J'aime beaucoup Lock and Key, vous le savez, j'aime beaucoup la série de base, j'ai donc acheté ce petit recueil pareil dans un lot hein, avec Croque-Mitaine et un autre bouquin après. Il s'agit de 3 histoires je crois très très courtes sur Lock and Key. Pour le coup, j'ai bien aimé, grosso modo, les histoires, mais c'est vrai que c'est très court et toute la partie photo sur Joel et je suppose que c'est Gabriel Rodriguez. Bon, moi j'en ai pas grand chose à faire, même si c'est rigolo de voir les inspirations. Et puis à la fin, c'est que des inspirations graphiques, hein, c'est un peu un mood board. Donc c'est une pièce à avoir en plus. Si vous aimez vraiment beaucoup Lock and Key, mais en tout cas c'est pas du tout un essentiel si vous voulez aller plus loin dans la série. Et qui plus est, une des histoires se répète dans l'avant-dernier de ce top, qui est Lock and Key, l'âge d'or. Un très gros bébé chez iComics également, 30 € par contre ici. Ça fait mal au cul, c'est-à-dire qu'on se plaint des mangas, mais alors là, c'est quand même un niveau supérieur. Je crois que c'est du 160... non, c'est du 200 pages full color, donc bon, en vrai ça va, j'exagère un peu. Il y a l'histoire Ciel et Terre qui est celle-là, là, qui est aussi dans ce recueil. Par contre, première histoire, celle-là, moi j'ai beaucoup aimé. Alors on revient un peu sur les origines de la famille Locke. Cette histoire-là de malédiction avec la couronne des ombres, pour ceux qui ont lu Lock and Key, vous avez la ref. Avec des soldats est super bien et pour moi le meilleur vraiment le meilleur récit de cette anthologie c'est celui-là. C'est un récit qui est directement lié à l'univers de Sandman, donc c'est Moore je crois Sandman, donc vraiment absolument génial. Ça s'appelle Lock and Key and Sandman, Train d'enfer, voilà. Ah non, c'est Neil Gaiman, pardon, c'est pas Alan Moore, c'est Neil Gaiman, Sandman. Et moi j'ai plutôt bien aimé, alors je crois que je l'avais déjà lu, donc je l'ai pas relu pour l'occasion. Mais de mémoire, c'était quand même un sacré bon récit. Et ça, pour le coup, je vous conseille de le choper en occasion, parce que neuf, bon, ça reste un peu cher quand même, on va pas se mentir. Malgré le bouquin, mais c'est quand même cool à lire. Ensuite, comme beaucoup d'influenceurs, comme beaucoup de créateurs de contenu manga qui lisent un peu autre chose que des mangas, je me suis laissé tenter par l'œil d'Odin. Je vous montre juste la 4e de. Elle est vraiment super belle. De Thomas Giorello au dessin, Joshua Dizart à l'écriture, et je crois que c'est Diego Rodriguez à l'ancrage. On est sur un BD comics édité par Bliss Édition, donc ils ont un peu laissé tomber l'univers Valiant,
pour se lancer vers un peu de l'indé, mais qui ne vient pas de Dark Horse du coup, pour ceux qui voient Midimage, pour ceux qui voient un peu les éditeurs anglais, enfin américains, et c'est sublime. Ça raconte l'histoire d'une Solveig, je crois, ouais, Solveig, qui va voir Odin dans un de ses rêves, et qui va partir à la recherche de l'œil d'Odin pour éviter un potentiel Ragnarok. Et on va suivre cette espèce de quête en fait, enfin de voyage, j'allais dire initiatique, mais en fait pas du tout, pas vraiment même. C'est une espèce de voyage vers l'inconnu à travers toutes les mythologies scandinaves, nordiques. Donc pour ceux qui apprécient la mythologie scandinave, allez-y. Maintenant, je ne le conseillerais pas à des personnes qui ne connaissent pas du tout la mythologie scandinave, car rien n'est expliqué, c'est-à-dire que si vous ne savez pas qui est tel ou tel dieu, comment est-ce qu'on appelle l'arbre de la vie, etc. En Scandinavie, les mythes vikings, etc. Vous allez être un petit peu perdu, on va pas se mentir, c'est pas un récit qui vous prend par la main. Par moments, ça peut être un peu longué, malgré la qualité absolument géniale du dessin. Et la fin est un peu particulière. Moi je sais, alors faudrait voir avec ceux qui l'ont lu, mais je j'arrive pas à voir ça comme une fin. Pour moi c'est un tome 1 en fait. Et il y aura une suite, alors ça sera peut-être pas l'œil d'Odin la suite, ça sera pas l'œil d'Odin 2, ça sera peut-être je sais pas la quête de l'œil ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas moi je le vois pas comme un one shot. On passe maintenant au très bonne BD. Alors c'est un comics français, il s'agit de Blood Moon, dessiné et écrit par Bones au label 619. J'attendais cette BD avec impatience, évidemment, quand il s'agit des one shot chez le label 619, et en plus dans l'univers de l'horreur, qui sont leurs récits un peu horrifiques. Un récit mêlant thriller, SF et un peu d'écologie. Et ben j'étais hypé. Voilà. Donc ça raconte l'histoire d'une station lunaire, et on va retrouver des cadavres en fait qui sont... Alors je vais essayer de vous retrouver une des images. Des cadavres qui sont mis en scène comme un peu comme des Jésus, je crois. Ils sont, j'ai la scène, ils sont mis comme ça, et il va en retrouver plusieurs, et on va suivre l'enquête d'un policier pour essayer de démêler pourquoi est-ce qu'il y a ces cadavres, etc. Et on va revenir un petit peu sur la base minière sur la Lune, le but des ouvriers, les classes sociales, tout ça. C'est un récit qui parle de pas mal de choses par rapport à ça. Le style graphique, vous le voyez, il est un peu particulier, mais moi j'aime beaucoup. C'est assez minimaliste, mais en fait c'est très ancré. En fait, ça pourra rappeler au niveau du manga des mangas comme Masato Issa, ou au niveau du comics du Mignola, hein, pour ceux qui lisent, qui connaissent Hellboy ou Mignola. Ça pourra rappeler un peu ça. Pareil, la fin, je la trouve un peu abrupte, en mode le pourquoi du comment, ça arrive un peu comme ça. Mais tout l'univers, l'ambiance, etc., j'ai plutôt bien aimé. Ça se fait assez vite et ça coûte 17€. Maintenant, on passe dans le très très bon... achat obligatoire pour moi en grand format, hors de question de le prendre en petit format. Il s'agit de Demon Wars de Peach Momoko. J'avais déjà parlé de Demon Days, qui est le préquel du coup de Demon Wars, qui réinterprète un peu les personnages Marvel à la sauce Peach Momoko, à la sauce japonaise, mythe japonais. Ici, ce sont les Avengers. Donc pour ceux qui se demandent, oui, c'est très vite fait, hein, une relecture de Civil War, le premier comics. Mais vraiment très très vite fait. Là où le premier Demon Wars c'était une relecture un petit peu d'un arc des X-Men, là on va se concentrer sur les Avengers. Donc on va avoir Captain America, Iron Man, on va avoir Spider-Man, on va avoir le Faucon et Black Panther, et après d'autres que j'ai pas forcément reconnus tout de suite. Tout ça en s'inspirant des mythes en fait japonais des yokai. Voilà, donc à la fin il y a tout un bestiaire en fait, voilà, qui explique d'où viennent chaque yokai, pourquoi elle s'en est inspirée, etc. L'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire de Demon Days et Demon Wars, je trouve qu'elle est assez bien. Donc moi c'est vraiment un conseil, lisez Demon Wars puis Demon Days. Ça existe au format petit manga chez Panini. Je sais pas du tout ce que ça vaut en petit format, parce que moi je suis habitué à lire ce format en comics, donc voilà. Mais je crois que ça coûte 21€, si je dis pas de conneries, ou peut-être 24, mais en tout cas pour la qualité du récit, le nombre de pages, la taille aussi du récit, parce que pour un truc de 24€, on est vraiment sur un très grand format. Ça fait plaisir. Deuxième, un comics qui a fait un petit peu jaser sur la toile, et que moi j'ai beaucoup apprécié, il s'agit de
c'est quoi le titre anglais? It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Thorogood. Ma porte d'entrée avec Zoé Thorogood, alors moi je l'ai pas lu dans les autres Billy Scott, mais j'ai vu quelques dessins, et puis j'avais feuilleté Rain, donc c'est pas elle qui est à l'écriture, mais celle qui est au dessin de Rain. Pareil, chez iComics, on est sur un bestiau de 30 balles. Voilà, 30 balles pour une pagination qui est relativement faible pour 30 € dans le comics. C'est-à-dire que je pense que pour la même pagination, dans le comics encore une fois, on devrait être plutôt aux alentours des 25-26 € grand max, mais pas 30. Et en plus de ça, alors moi j'ai pas trop remarqué, mais certains disent que voilà, il y a un peu de transparence. Alors je sais pas si on verra très bien, mais effectivement les pages sont le papier fait un peu cheap. Et un peu transparent par endroits. Ça reste pas super gênant, je trouve, comparé à ce que certains ont pu dire. On va suivre la vie donc, de l'autrice, c'est un récit autobiographique pendant 6 mois. Donc elle va raconter sa vie pendant 6 mois. Sa dépression, parce que voilà, le personnage de Happy qui est du coup tac tac, je vais le retrouver, qui est ce personnage-là qu'on va voir plus tard, c'est sa dépression, il est symbolisé partout, et on va littéralement suivre sa vie, c'est-à-dire qu'elle s'est posée pendant 6 mois, elle a dessiné ce qui lui arrivait. Et en fait c'est un récit qui, c'est complètement, elle le dit à un moment donné, et je la rejoins là-dessus, on peut pas dire c'est un récit qui est fait écho à ma vie, parce que personne ne vit la même chose, tu vois, chaque problème est lié à la personne, et oui il y a des situations qui peuvent nous rappeler des choses qu'on a vécues, mais ça reste son expérience à elle, et sa façon de vivre à elle, ce qui est très personnel et personnifié. D'ailleurs c'est marrant que ça soit un récit qui soit autant personnifié avec aussi peu de visages communs, parce qu'elle se représente en fait dans le récit par par ce petit bonhomme à la tête ronde, et donc en fait il y a très peu de visages, et d'ailleurs ça se voit, elle ne se montre jamais, il n'y a jamais son visage en fait dans le récit, et bah par 2-3 planches qui sont un peu impactantes. Cette planche très Yoko Taro-esque, je sais pas si elle connaît Yoko Taro, pour ceux qui voient pas qui c'est le créateur de Nier Automata et de Nier Gestalt, un créateur de jeux vidéo de génie. Voilà, là on voit bien la transparence par contre. Hop, ici. Très Yoko Taro-esque avec un certain personnage dans des jeux. On voit sa elle enfant, on voit sa elle future. Il y a beaucoup de ruptures de ton, beaucoup de gaufriers comme ça. Mais c'est vraiment pour... Elle s'enferme elle-même dans une... Ce qui est marrant, c'est qu'elle s'enferme elle-même dans des cases, dans des situations. Et elle s'en rend compte. Et c'est marrant, c'est que c'est un récit qui pour certains pourrait être vu comme quelque chose d'assez méta. Mais moi je vois surtout ça comme une espèce d'expérience d'écriture de sa part. Vu qu'elle a un nom, pour certaines raisons, elle le dit aussi, tout le monde la voit comme l'élu des comics. Et du coup, tout ce qui va sortir, c'est sûr de se vendre concrètement. Et c'est pour ça, je pense qu'elle a fait ça aussi. Mais du coup, c'est pas un récit qui est pour moi qui est indispensable. Par contre, c'est un récit qui est intéressant pour voir un petit peu comment... la dépression est vue par une artiste, et par cette artiste précisément, le succès, son rapport aux autres, son rapport à elle-même, son rapport à l'enfance, à plein de choses. C'est intéressant pour ça. Maintenant, je peux comprendre que ça n'attire pas tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment des propositions graphiques qui sont excellentes, et je trouve que c'est une espèce d'ovni en fait dans le comic. C'est un peu inhabituel d'avoir ce genre de choses, en tout cas moi dans mes lectures. Donc je suis très content. Et top 1, je me suis fait embrigader par Manga Critique. J'avais vu le bouquin passer en magasin, mais je m'étais dit ça va pas m'intéresser. Et quand j'ai vu ses retours, je me suis dit ok, ça va m'intéresser. Il s'agit du tome 1 des Guerres de Lucas. Et oui, c'est un tome 1 car on s'arrête à la sortie de Star Wars 4 et ça raconte la genèse de Star Wars. Donc avec la jeunesse de George Lucas. Sa relation avec des collègues réalisateurs, on va parler de Coppola, on va parler de Spielberg, sa relation avec les acteurs, ses problèmes de tournage, on va vraiment revenir sur comment le projet Star Wars est né dans sa tête et comment le projet Star Wars a été créé jusqu'à la sortie de Star Wars 4. Et moi qui suis un archi fan de Star Wars, alors ça pour le coup ça se voit peut-être pas trop sur la chaîne, mais il faut savoir que j'ai beaucoup de Lego Star Wars, j'ai... tous les films en VHS, DVD, Blu-ray, collector, tout ce que vous voulez. J'ai pas mal de comics Star Wars. Je consomme grosso modo tout ce qui sort de Star Wars. Enfin, je suis vraiment un gros fan de Star Wars. J'ai des peluches Star Wars, des sabres laser, tout ce que vous voulez. Bref, j'aime bien Star Wars.
Et là, je pensais que ça allait vraiment être sur le George Lucas et pas sur l'œuvre Star Wars. En fait, non, on remet vraiment en contexte la vie de Lucas par rapport à son œuvre et quelle place a l'œuvre dans la vie d'un créateur de Lucas et dans la vie de l'industrie. Le dessin, on en pense ce qu'on veut. Je pense que ça aurait valu le coup d'être un peu plus détaillé. En plus, à la fin, l'auteur nous met des croquis qu'il a essayé de faire et en fait, il explique, le dessinateur, que par gain de temps, il a préféré faire les croquis qu'on voit donc dans le récit parce que ça allait plus rapide, c'était plus rapide à faire. Et pour moi, c'est un peu un aveu de faiblesse par rapport à un manque de temps. Alors, je sais pas, je connais pas les deadlines et trucs comme ça. Mais voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé. L'humour est très bien. Le dessin est plutôt cool. Le découpage se lit super bien. Je m'étais dit, je vais lire un petit peu. Et après, je vais pas y retoucher. Et ben, résultat, je l'ai démonté en une soirée. Voilà, ça vaut 25 €, c'est chez Deman Édition. Il y aura une suite pour évidemment les Star Wars 5 et 6, je suppose, et probablement la prélogie, hein, la fameuse prélogie. Enfin, en fait, je pense que il y aura peut-être 2 ou 3 tomes jusqu'au rachat de Disney. On verra là-dessus. Et ce qui était intéressant, j'en profite à dire, c'est que ça a beau être un récit qui est biographique. Il y a une grosse part de romance, les auteurs le disent, qu'ils ont quand même romancé pas mal de choses. Et un truc que j'ai bien aimé, on va essayer de la voir, voilà, c'est qu'il y a une bibliographie complète avec tous les liens où on peut retrouver tout ce qui a permis à la création de ce récit. Et pour un récit biographique, je trouve ça très intéressant. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui ne sera pas du manga. Je verrai si elle fonctionne. En tout cas, ça me fait plaisir de parler un peu d'autre chose. Les achats manga suivent évidemment Top Flop Manga. La vidéo arrive très rapidement. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous.